Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande finale du challenge infirmier des cliniques universitaires Saint-Luc. Je suis vraiment ravi de passer cette soirée avec vous, une belle soirée. Tout au long de cet événement, eh bien, vous allez pouvoir découvrir plein d'aspects formidables du plus beau métier du monde, celui d'infirmière et d'infirmier. C'est déjà la deuxième édition de ce fameux challenge, une édition qui se passe dans un contexte un peu particulier, avec la crise sanitaire bien entendu. Mais on sait à quel point cette crise sanitaire a fait reprendre conscience du côté essentiel, du côté indispensable de tous les métiers des soins de santé, et notamment évidemment celui d'infirmière et d'infirmier. Alors cette crise sanitaire, eh bien, elle a aussi un petit peu bouleversé les codes, puisque les organisateurs ont dû un petit peu s'adapter, ont dû proposer une nouvelle formule pour ce challenge infirmier. C'est la raison pour laquelle eh bien, on se retrouve ici sur Internet, sur les réseaux sociaux des cliniques universitaires Saint-Luc. Et ce qui tombe bien, eh bien, c'est que si vous n'êtes pas infirmière, pas infirmier, que vous ne travaillez pas du tout dans les soins de santé, ou même si vous travaillez dans un autre secteur, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec nous, vous allez pouvoir essayer de tester vos connaissances concernant les soins de santé. Petite explication de ce qui s'est passé lors de ce challenge infirmier du 15 février au 12 mars. Eh bien, tous les infirmiers de Belgique francophone pouvaient s'inscrire à un challenge de 16 questions. Il y en a 1300 en tout qui se sont inscrits. Les 50 meilleurs ont été retenus pour une place en finale. Ils ont reçu, il y a quelques heures, 16 questions sur leur métier, sur le métier d'infirmière. Ils ne connaissent pas encore leurs résultats, ils le sauront, et vous aussi forcément, à la fin de cette émission. Ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de découvrir ensemble ces fameuses 16 questions de la finale qui ont été posées aux 50 finalistes. Vous pouvez même tester vos connaissances. Vous pouvez soit regarder l'émission, mais vous pouvez aussi participer et essayer de répondre à toutes les questions. Si vous êtes sur Facebook, si vous nous suivez sur YouTube ou si vous êtes sur un smartphone, il vous suffit de prendre en fait un deuxième support mobile. Vous allez pouvoir vous inscrire sur le site suivant, www.sli.do, et là vous entrez le code Saint-Luc, SAINT-LUC. Alors, si vous faites partie du public et que vous répondez très bien à ces questions, eh bien, votre nom, vous allez le voir s'afficher au fur et à mesure des questions qu'on va vous poser tout au long de l'événement. Et puis, bonne nouvelle, on a un cadeau pour le public qui va pouvoir repartir avec 2 passes muséum, des passes qui vont vous permettre eh bien, d'aller visiter plus de 150 musées en Belgique, et tout ça pendant 1 an. Alors, on va évidemment prendre le temps de permettre à toutes les personnes qui veulent participer à ce quiz de s'inscrire tranquillement, de s'installer tranquillement, et je vous propose donc des questions pour du beurre, un petit échauffement avec 5 questions pour tester l'outil. C'est parti. Voilà, comme ça vous découvrez un peu comment ça fonctionne, vous découvrez aussi l'infographie de ces questionnaires. Première question pour du beurre, je le répète. Dans quelle série française peut-on suivre le quotidien d'une femme de 39 ans qui choisit d'arrêter ses études de médecine pour devenir infirmière? Alors, est-ce que c'est réponse A, Clem, réponse B, Hippocrate, réponse C, Nina, ou la réponse D, H24? Il faut savoir que les créateurs de cette série ont décidé de se démarquer en ne parlant pas de médecins opérant des cas chirurgicaux complexes ou en ne cherchant pas à créer des grosses catastrophes meurtrières comme certaines séries américaines du genre, vous voyez ce que je veux dire. Et on se concentre sur les infirmières dans cette série. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? On va vérifier ça ensemble. La bonne réponse, eh bien, c'était Nina, la réponse B. On va passer à présent à la deuxième question, toujours pour du beurre bien entendu. Dans la chanson de quel rappeur belge peut-on entendre les paroles suivantes? Cette histoire me rend malade, j'ai mal à la tête, mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Alors selon vous, est-ce qu'il s'agit de la réponse A, c'est-à-dire Damso, de la réponse B, Roméo Elvis, de la réponse C, Hamza, ou de la réponse D, Benebi? C'est un titre de 2019 qui est sorti sur l'album Chocolat. C'est le premier album solo de cet artiste bruxellois qui comprend notamment Soleil, Normal, Cœur des Hommes. Un rappeur qui souffre notamment d'acouphènes. Alors, on va vérifier la bonne réponse ensemble. Il s'agit donc de la réponse B, Roméo Elvis. Troisième question, toujours d'échauffement. Tout ça n'a aucune valeur, sauf le fait de pouvoir apprivoiser l'outil avec lequel vous êtes en train de jouer. Quel film sorti en 2011 et qui aborde le thème de la santé mentale suit le personnage de Nina? C'est une danseuse de ballet incarnée par Nathalie Portman. Est-ce qu'il s'agit de Girl? Est-ce qu'il s'agit de Black Swan? De Happiness Therapy
ou de Shutter Island? C'est un film qui est réalisé par Darren Aronofsky, qui se déroule à New York, dans lequel on peut également retrouver au casting Vincent Cassel, Mila Kunis ou encore Winona Ryder. Et donc, vous avez peut-être la réponse à cette question, soit Girl, soit Black Swan, soit Happiness Therapy, soit Shutter Island. Je rappelle que c'est un film qui est sorti en 2011, dans lequel Nina est une danseuse de ballet incarnée par Nathalie Portman. La bonne réponse est évidemment la réponse B, Black Swan, en référence au lac des cygnes. On va passer à la 4e question. Quel peintre hollandais est à l'origine du célèbre tableau intitulé « La leçon d'anatomie du Dr Tulp » ? Est-ce qu'il s'agit de Rembrandt? Est-ce qu'il s'agit de Van Gogh? Est-ce qu'il s'agit de Vermeer? Ou est-ce qu'il s'agit de Mondrian? Alors, c'est une œuvre qui représente une démonstration anatomique sur les muscles du bras par le professeur Tulp devant 7 assistants qui sont animés par la curiosité de la scène. Une œuvre donc d'un peintre hollandais qui est à l'origine de ce tableau, La leçon d'anatomie du Dr Tulp. On vérifie la réponse ensemble. Il s'agit bien de la réponse A, Rembrandt. 5e et dernière question pour du beurre. Quel scénariste de bande dessinée a imaginé Les femmes en blanc? Est-ce qu'il s'agit de Jean Robart, d'André Franquin, réponse B, la réponse C, Raoul Cauvin, ou de la réponse D, Jean Vanham? Série de bande dessinée humoristique dessinée par Philippe Bercovici, 42 tomes. Le premier est sorti en 1986, ça ne nous rajeunit pas. On y retrouve plusieurs personnages récurrents comme le docteur Minet, les infirmières Nathalie et Lisette ou encore la jeune stagiaire Louise. Qui est le scénariste de cette bande dessinée? 2 secondes encore. Et on va découvrir la réponse ensemble. Il s'agissait évidemment de Raoul Cauvin, la réponse C. Voilà, vous avez adopté l'outil, vous êtes prêts à jouer avec nous, vous êtes prêts à découvrir le fabuleux monde des infirmières et des infirmiers. Voici le vrai challenge, c'est maintenant. N'hésitez donc pas à rejoindre le quiz, vous cliquez sur rejoindre le quiz et vous pouvez jouer avec nous. On commence donc avec cette première question du vrai challenge, la finale. Ce sont des questions qui ont été donc posées aux 50 finalistes il y a quelques heures. On découvrira le nom du tiercé gagnant à la fin de cette soirée. Première question. Quelle est la différence entre un délirium et une démence? Alors, réponse A. Est-ce que le délirium est d'apparition brutale et stable, alors que la démence est d'apparition insidieuse et fluctuante par minutes et heures? Soit réponse B, le délirium est d'apparition brutale et fluctuante par minutes et heures, alors que la démence est d'apparition insidieuse et stable. Soit le délirium est d'apparition insidieuse et stable, alors que la démence est d'apparition brutale et fluctuante par minutes et heures. Soit le délirium est d'apparition insidieuse et fluctuante par minutes et heures, alors que la démence est d'apparition brutale et stable. Très longue question. On va vérifier les réponses tout de suite. Première question, la réponse, c'est la réponse B. Donc on rappelle que ce sont des affections qui peuvent se présenter à tout âge, mais qui sont particulièrement fréquentes chez la personne âgée. L'une des temporaires fluctuante, tandis que l'autre est permanente, lente et progressive. On passe à la question 2. En ce qui concerne les médicaments gastro-résistants, quelle affirmation est fausse? Soit ils sont indiqués si le principe actif ne résiste pas au suc gastrique, soit ils garantissent la libération du principe actif en milieu intestinal, soit ils peuvent être dissous dans de l'eau, soit ils peuvent être donnés à un patient ayant subi une gastrectomie. Je rappelle qu'il y a une réponse fausse parmi ces réponses et c'est celle-là qu'on vous demande. Pour rappel, le suc gastrique, c'est le liquide biologique produit par les glandes de la paroi de l'estomac et il contribue de manière significative au processus de digestion des aliments. Donc, je vous demande l'affirmation qui est fausse parmi les 4 propositions. Le principe actif ne réside pas au suc gastrique, garantissent la libération du principe actif en milieu intestinal, ils peuvent être dissous dans l'eau ou ils peuvent être donnés à un patient ayant subi une gastrectomie. On vérifie la réponse ensemble de cette deuxième question. Et c'est donc l'affirmation qui est fausse, c'est donc l'affirmation C. Ce type de médicament ne dissout pas dans l'estomac et va ainsi permettre une libération plus lente de la substance active dans l'organisme. On va passer maintenant à la 3e question à propos de la nouvelle loi qualité. Vous savez qu'au 1er juillet 2021, la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé va remplacer un organe officiel actuel pour son activité de contrôle. Mais quel est le nom de cet organe? Est-ce qu'il s'agit A, de la provinciale? Question 4 à présent.
On va parler du placement d'un cathéter par voie intra-osseuse. Est-ce qu'il doit être placé exclusivement par un infirmier spécialisé en soins intensifs et urgences? Réponse A, oui, si c'est dans une situation d'urgence vitale. Réponse B, non, c'est un infirmier spécialisé en pédiatrie et hématologie qui travaille en soins intensifs ou salle d'urgence qui peut également le faire. Réponse C, non, tout infirmier spécialisé en situation d'urgence vitale peut le faire. Le cathéter intraosseux dont on parle, il est en fait utilisé dans le contexte d'une menace vitale immédiate. On parle d'un arrêt cardio-respiratoire, d'un état de choc, d'un état de mal, et il permet l'administration très rapide de médicaments, de perfusion et de transfusion. On vérifie ensemble la réponse. C'est la réponse B, donc l'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie qui travaille en soins intensifs ou salle d'urgence peut aussi le faire. 5e question. Parmi les médicaments suivants, quel est celui qui permet de traiter les douleurs induites? Est-ce qu'il s'agit du Méopa? Est-ce qu'il s'agit du Propofol? Ou est-ce qu'il s'agit de l'Esméron? On rappelle qu'une douleur induite, c'est une douleur de courte durée, causée par des soins. Elle est donc prévisible. Alors, selon vous, qu'est-ce qui permet de traiter ces fameuses douleurs induites? Le Méopa, le Propofol ou l'Esméron? On va corriger cette réponse dans quelques instants, dans quelques secondes. Il vous reste vraiment 5-6 secondes pour répondre. Soit la réponse A, soit la réponse B, soit la réponse C. On vérifie ensemble. Il s'agit évidemment de la réponse A, le Méopa, qui est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote qui permet de diminuer en fait la perception de la douleur et donc de détendre un patient pendant un soin. Et pour commenter cette réponse, j'ai la grande chance d'avoir à mes côtés Jean-Marie Boulanger. Il est le directeur adjoint du département infirmier de Saint-Luc. Jean-Marie, le Méopa, bonjour. Bonsoir même. Bonsoir. Ouais. On a l'habitude, il fait clair plus tard, mais c'est bon ça. C'est une technique qui nécessite des compétences particulières. C'est dans l'ADN de Saint-Luc, ça, justement, de développer les compétences infirmières dans ce cas-là? Oui, absolument, Adrien. En fait, aux cliniques universitaires Saint-Luc, ça fait longtemps que nous avons investi dans tout ce qu'on appelle la pratique avancée. Mais cette année, on a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin. On a remarqué dans différentes études, et même dans notre hôpital, qu'il y a une bonne trentaine de pourcentage des tâches quotidiennes d'une infirmière ne sont pas à valeur ajoutée par rapport à ce qu'elle a étudié. Donc nous avons décidé de pousser un peu plus loin la réflexion, de manière à pouvoir déterminer des systèmes, des organisations, des équipes, des modèles d'équipes de soins qui lui permettront d'exercer le top de son art. Merci beaucoup Jean-Marie Boulanger. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du département infirmier de Saint-Luc. On continue le quiz, bien entendu. On est parti avec la question 6. Qu'est-ce qu'une apraxie? Est-ce que c'est une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice? Est-ce que c'est une perturbation du schéma moteur où s'inscrivent les gestes? Est-ce qu'il s'agit de la perte de la vision dans l'hémichant? Ou est-ce qu'il s'agit de la perte d'une partie de la motricité d'un ou de plusieurs muscles du corps de manière temporaire ou permanente? Je rappelle que c'est un trouble dont la prise en charge repose souvent sur une rééducation fonctionnelle et qui est généralement la conséquence de lésions cérébrales. On parle donc d'apraxie, perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice, perturbation du schéma moteur où s'inscrivent les gestes, perte de vision dans l'hémichant ou la perte d'une partie de la motricité de un ou plusieurs muscles temporaires ou permanentes. Réponse à la question, la réponse B, une perturbation du schéma moteur où s'inscrivent les gestes. On passe à la question 7 à présent. Lors de son tour, une infirmière découvre une patiente très algique. Elle ne peut pas recevoir les soins prescrits du fait de cette douleur. L'infirmière téléphone au médecin qui lui dit d'injecter 10 mg de pyritramide en intramusculaire. L'infirmière peut-elle le faire? Réponse A, oui, elle peut le faire, mais elle doit spécifier le nom du médicament, la dose, le nom du médecin dans ses notes infirmières. Réponse B, non. Injecter un stupéfiant est interdit sur ordre oral. C, oui, mais elle doit s'assurer que le médecin prescrive dans l'outil adéquat et dans les délais les plus brefs. Ou alors la réponse D, ça me fait penser à mes quiz à l'époque de l'UNIF, c'est la réponse A et la réponse C qui sont bonnes. À votre avis? Je rappelle que le pyritramide est un analgésique opioïde utilisé pour le traitement de la douleur post-opératoire. On vérifie la réponse. Et c'est donc la réponse D. L'infirmière doit spécifier une série d'infos dans ses notes et surtout s'assurer que le médecin effectue une prescription dans l'outil adéquat
et dans les plus brefs délais. On passe à la question 8. Parmi les noms des spécialités suivantes, lequel n'est pas un antibiotique? Alors, accrochez-vous. Réponse A, piperacilline. Réponse B, anidulafangine. Réponse C, céphazoline. Ou réponse D, thémocyline. On rappelle qu'un antibiotique, c'est une substance, elle peut être chimique, naturelle, synthétique. Elle a une action spécifique sur les bactéries, à savoir les détruire ou alors limiter leur croissance. Donc, lequel n'est pas un antibiotique parmi ces propositions? Piperacilline, anidulafangine, céphazoline ou thémocyline. On va vérifier tout de suite la réponse. Et c'est la réponse B, l'anidulafangine, qui est un médicament antifongique, c'est-à-dire possédant la capacité de traiter les mycoses. On passe à la question 9. C'est la moitié de ce quiz. Parmi les activités infirmières suivantes, quelle activité pourra être déléguée aux aides-soignants qui ont réalisé une formation complémentaire de 150 heures? Soit l'injection de fraxiparine, soit l'injection d'insuline, réponse B, soit la réponse C, l'injection de morphine, soit la réponse D, l'injection d'antibiotiques. C'est le moins connu de la liste, la fraxiparine. Elle fait partie de la classe des médicaments appelés anticoagulants ou agents antithrombotiques qui, comme leur nom l'indique, diminuent la capacité de la coagulation du sang, prévient la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. On va vérifier la réponse dans quelques instants. Il s'agit de la réponse A, l'injection de fraxiparine. Pour commenter cette réponse, Sidonie Laurent, responsable du service formation et développement des compétences, est venue me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Adrien. Donc Sidonie, si je comprends bien, à Saint-Luc, certains actes infirmiers, comme l'injection de fraxiparine, peuvent être délégués aux aides-soignants. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, le législateur récemment a élargi la délégation d'actes infirmiers aux aides-soignants, mais moyennant une formation de 150 heures. Donc, directement, nous, aux cliniques, ici, on a réagi et on a proposé à toutes nos aides-soignantes de pouvoir suivre cette formation de 150 heures au sein même de notre institution. Parce qu'il est important pour nous, en tout cas pour le département infirmier, de rester agile et d'être innovant. Et dans ce cas-ci, sur le thème de la collaboration infirmier-aide-soignant, eh bien, pour permettre non seulement d'augmenter les compétences de l'aide-soignant, mais en parallèle d'optimaliser le temps infirmier et le champ de compétences des infirmiers. Et tout ça au bénéfice de la qualité de la prise en charge de nos patients. Et ça, c'est vraiment un défi qui nous tient à cœur. C'est tout bénef. Merci beaucoup, en tout cas, Sidonie Laurent. Je rappelle que vous êtes responsable du service formation et développement des compétences pour les cliniques universitaires Saint-Luc. On va passer à la 10e question à présent. Parmi les médicaments qui sont cités ci-dessous, lequel fait partie des médicaments à administrer dans le cadre d'un acte médical confié? Soit il s'agit de l'amlodipine, soit, et excusez ma prononciation, il s'agit du 6,6-diaminédichloroplastine. Chloroplatine. Pas évident. Au scrap, ça peut bien marcher, ça. Soit il s'agit du ceftriaxone, soit du bromure d'ipratropium. Il existe 3 types d'actes pour les infirmiers. Les actes B1, que l'infirmier peut exécuter sans prescription du médecin. Les actes B2, prestations pour lesquelles l'infirmier a besoin d'une prescription. Et puis les actes C, qui sont des actes médicaux confiés à l'infirmier. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B, que je ne relirai pas une deuxième fois, mais je félicite tous ceux qui peuvent le prononcer très tranquillement et qui peuvent l'utiliser au Scrabble. Question 11, déjà, on avance. Parmi les contre-indications suivantes, lesquelles sont absolues pour l'administration du Méopa? On en parlait justement tout à l'heure. Est-ce que c'est pour l'embolie gazeuse, pour le pneumothorax, pour l'hypertension intracrânienne ou pour la durée du soin long? Alors, on parlait tout à l'heure avec Jean-Marie Boulanger du Méopa, un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote qui permet de diminuer la perception de la douleur, de détendre un patient pendant un soin. En d'autres termes, dans lequel de ces 4 cas que vous voyez pour le moment sur votre écran, le Méopa ne peut-il absolument pas être administré? Il reste 2 secondes pour répondre. On vérifie ensemble.
C'est donc la réponse D pour un soin qui dure longtemps. On passe à la question 12. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie des 5 indications de l'hygiène des mains? Tiens. A, avant un geste propre. B, avant et après un contact patient. C, après un contact avec l'environnement du patient. Ou D, avant l'exposition avec un liquide biologique. L'hygiène des mains, un thème que l'on connaît tous très très bien, évidemment, depuis le début de la crise sanitaire. Un élément crucial pour les soins, afin de protéger le patient des germes qui sont présents sur les mains. Donc, laquelle de ces propositions ne fait pas partie des 5 indications de l'hygiène des mains? A, avant un geste propre. B, avant et après un contact patient. C, après un contact avec l'environnement du patient. Ou D, avant l'exposition avec un liquide biologique. On vérifie la réponse. Il s'agit de la réponse D, avant l'exposition avec un liquide biologique, c'est-à-dire un liquide produit par le corps humain. On parle de salive, de sang, de larmes, d'urine, etc. Bon, vous l'avez remarqué, c'est un quiz qui n'est pas hyper évident. Je vous propose qu'on fasse une petite pause d'ailleurs pour remettre en place un petit peu nos méninges. Joëlle Durbeck, directrice du département infirmier, est venue me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Joëlle. Bonsoir Adrien. Alors finalement, ce quiz le prouve, hein, ces 11 premières questions, là nous montrent qu'être infirmière, être infirmier requiert d'énormément de multiples compétences, mais aussi comporte beaucoup de facettes en fait ce métier. En effet, et pour preuve, les multiples compétences, c'est qu'une infirmière va pouvoir les exercer dans différents endroits. Et par exemple, dans notre grand hôpital, elle peut tant travailler en consultation qu'en médico-technique, qu'en hospitalisation, que ce soit aux soins intensifs, au quartier opératoire, dans des unités de soins, en pédiatrie. Et je pourrais vous en citer vraiment beaucoup de lieux. Et pourquoi pas aussi dans la mobilité, c'est-à-dire qu'elle peut aller vraiment partout. Des multiples facettes, parce qu'elle va exercer différents rôles, des rôles de coordination, et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi dans la recherche, ça peut être des rôles de responsabilité horizontale, où elle va prendre vraiment la complexité du patient en charge, et pourquoi pas dans des rôles plus verticaux, qu'on appelle des rôles de leadership. Donc, elle va pouvoir vraiment exercer tout ça, mais ce n'est pas la seule chose qu'on lui demande. Au Clinique Saint-Luc, on lui demande aussi beaucoup de s'impliquer dans l'organisation, dans les projets. Et par exemple, nous avons un conseiller infirmier où il y a des infirmières de terrain qui sont prêtes à donner un avis à la direction infirmière sur tout ce qui touche à la qualité, la sécurité des soins, à la solidarité dans les équipes. Donc c'est vraiment passionnant. Et au fur et à mesure que la profession évolue, c'est certainement les rôles de coordination et de pratique avancée qui seront mis en avant. Donc, quoi qu'il en soit, cette infirmière, c'est la professionnelle qu'on va retrouver au chevet du patient, aux côtés du patient, tout au long de son hospitalisation. Et c'est grâce à ses qualités humaines et relationnelles qu'elle va vraiment pouvoir faire une relation avec le patient et améliorer son expérience patient. Alors justement, cette expérience patient, c'est un concept que vous aviez envie de développer aussi. Oui, le développer. Alors, on démarre, il y a toute une histoire à l'expérience patient et plusieurs facettes aussi. On veut de plus en plus impliquer le patient. Alors, c'est l'impliquer, c'est-à-dire qu'avant, les professionnels savaient bien mieux que le patient ce qui était bien pour lui. Ça n'est plus du tout d'actualité. Le patient a le droit de savoir, il a le droit de décider, il a le droit de choisir, même si ça n'est pas notre choix en tant que professionnel. Mais on veut aussi le rendre beaucoup plus partenaire. Alors, par exemple, au Clinique Saint-Luc, de plus en plus, on l'implique dans des projets. Nous faisons la rénovation de notre grand hall d'accueil. Eh bien, des patients ont été mis dans le groupe de travail. Ils nous ont donné des idées sur la signalisation, sur la place du desk d'accueil, sur les couleurs, la lumière qui est employée. Sur le café à la cafétéria ? Pourquoi pas, Okay. Bien entendu. C'est aussi, dans les équipes de néonatologie, on a rénové l'unité. C'est les parents qui ont pu choisir les couleurs des lieux de vie dans lesquels ils passent beaucoup de temps. Et ce n'étaient pas du tout les couleurs que les soignants auraient choisies. C'est pourtant le choix des patients et donc ici des parents qu'on a choisis. Et donc dans Hôpital 2025, c'est notre reconstruction. Nous impliquons les patients dans tout ce qui est la construction de la chambre. C'est là où le patient va vivre continuellement et donc il peut participer au choix du matériel, du lit, des couleurs, de la situation du lit, où on va le mettre, etc. Un projet participatif qui vaut vraiment le détour. Merci beaucoup en tout cas Joëlle Durbeck. Je rappelle que vous êtes directrice du département infirmier des cliniques universitaires Saint-Luc. On va continuer le quiz bien entendu, si je rattrape ma fiche qui est tombée par terre. On va passer à la question 13 à présent. On va parler de coma acidocétosique. Alors, est-ce qu'il s'agit
d'un coma lié à la production importante d'insuline? Est-ce que c'est un coma lié à l'acidité élevée dans le sang à cause d'une accumulation de substances toxiques liées à une carence profonde en insuline? Est-ce que c'est un coma lié à l'accumulation de déchets dans les cellules du pancréas? Ou est-ce que c'est un coma qui est lié à une production insuffisante de glucagon? Alors ici, on a bien compris qu'on était évidemment dans le thème de l'insuline, une hormone naturellement sécrétée, vous le savez, par le pancréas et qui permet au glucose, le sucre donc, d'entrer dans les cellules du corps. Alors, quel type de coma est le coma acido-cétosique? Et c'est donc la réponse B qui survient lorsque l'organisme est en grand manque d'insuline, le sucre circulant dans le sang ne peut plus entrer dans les cellules. On passe à la question 14. Plus que 3 questions. Un infirmier peut-il injecter du Botox en consultation de chirurgie esthétique? Alors, la réponse A, oui, il peut, dans le cadre d'un acte médical confié. La réponse B, oui, sous prescription médicale, car il s'agit d'un acte B2. La réponse C, oui, bien sûr, si le médecin est présent dans la cabine. Ou la réponse D, plus radicale, non, il ne peut pas le faire. Je rappelle qu'on a eu déjà une question autour de la délégation des actes infirmiers, B1, B2, C. Vous pouvez bien sûr retrouver ça sur la vidéo qui sera en ligne après sur les réseaux sociaux des cliniques universitaires Saint-Luc. Alors, est-ce qu'il peut le faire ou pas? On va vérifier la réponse maintenant. Elle s'affiche non. Tout simplement, l'infirmier ne peut pas injecter du Botox en consultation de chirurgie esthétique. Avant-dernière question. Quelle bactérie est associée aux ulcères gastro-duodénaux? Alors, est-ce qu'il s'agit de la Legionella pneumophila? Est-ce qu'il s'agit de l'Helicobacter pylori? Est-ce qu'il s'agit de la Listeria monocytogène ou de l'Escherichia coli? Alors, l'ulcère gastro-duodénal, c'est une plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l'estomac ou dans la première partie de l'intestin, au niveau du duodénum. Et donc, selon vous, est-ce qu'il s'agit de la Legionella, de l'Helicobacter, de la Listeria ou de l'Escherichia coli? On va vérifier la réponse ensemble. Il s'agit de la réponse B, c'est donc l'Helicobacter pylori, une bactérie en forme de spirale en fait, qui se compose de flagelles qui peuvent faire penser aux pales d'un hélicoptère, d'où son nom Helicobacter. Bon petit moyen mémotechnique, ça quand on doit étudier tout ça. Dernière question déjà de cette finale du quiz infirmier. Que signifient les initiales JCI? Alors, est-ce qu'il s'agit de Joint Control International? Est-ce qu'il s'agit de la réponse B, Journal Commission International, de la réponse C, Joint Commission Information, ou de la réponse D, Joint Commission International? On va corriger ça dans quelques instants. Il faut savoir que le JCI est un organisme d'accréditation. On va vérifier votre réponse dans quelques instants, soit la réponse A, le Joint Control International, soit la réponse B, on parle de Journal Commission International, de Joint Commission Information ou de Joint Commission International. On répond ensemble à cette question et on vérifie la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors, pour nous apporter un éclairage justement sur ce thème, j'ai à mes côtés Célestine Milcan, qui est infirmière chef adjointe aux soins intensifs néonataux. Bonjour Célestine. Bonjour Adrien. Bienvenue. Merci. Saint-Luc est accrédité, je pense le savoir, d'un autre organisme qui est l'Accréditation Canada International. Qu'est-ce que ça apporte en fait ça aux soignants de Saint-Luc? Pour nous, ça a été... Ça a permis vraiment d'augmenter la qualité et la sécurité auprès de nos patients et c'était vraiment une réalisation complètement institutionnelle où on a tous travaillé dans l'objectif de vraiment harmoniser nos protocoles et nos pratiques de soins. Et concrètement, ça nous a permis vraiment de pouvoir suivre le circuit de l'hospitalisation du patient et d'assurer auprès de lui le soin le plus excellent possible et dans la manière la plus sécuritaire possible. Merci beaucoup Célestine. Je rappelle que vous êtes infirmière adjointe, chef adjointe aux soins intensifs néonataux des cliniques universitaires Saint-Luc. Et bien voilà, ça y est, le quiz est terminé. Dans quelques instants, on va connaître le nom de celle ou de celui qui a réalisé le meilleur score en direct ce soir. Et d'ici là, avant de découvrir tout ça, on va discuter évidemment avec Renaud Mazy. Vous êtes l'administrateur délégué des cliniques universitaires Saint-Luc. Bonsoir Renaud. Bonsoir Andy.
Alors, on le sait, on vient de vivre, et on vit toujours d'ailleurs, une crise sanitaire mondiale. C'est une période mouvementée, une période éprouvante aussi pour tous les hôpitaux. Ce Covid, cette crise sanitaire, qu'est-ce que ça vous inspire, Renaud ? Ça m'inspire deux choses. Ça m'inspire d'abord de l'inquiétude et puis surtout de la reconnaissance. Alors, pourquoi de l'inquiétude ? Parce que notre personnel soignant, surtout les infirmiers, les infirmières, mais aussi les médecins, tous les métiers paramédicaux, travaillent depuis plus d'1 an dans des conditions extrêmes en termes de travail, en termes de charge de travail pour eux. Et puis maintenant, font face à une troisième vague qui démarre, qui est sans doute bien différente des précédentes, mais qui est là et qui entraîne la saturation des hôpitaux et la déprogrammation de pas mal d'actes opératoires. Donc ça m'inquiète. Et de l'autre côté, c'est surtout aussi cette reconnaissance extraordinaire qu'on a pour le travail des soignants et surtout des infirmiers et des infirmières. Alors, ce n'est pas un scoop, on sait qu'ils font un travail extraordinaire, mais je pense que tout le monde, que ce soit dans les hôpitaux ou soit dans la population, réalise à quel point ce travail est essentiel et on leur doit une reconnaissance extraordinaire. Alors, une crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais qui n'empêche pas Saint-Luc d'avoir de super beaux projets pour l'avenir. Alors, ce qui me semble absolument clé, et surtout encore plus en période de crise, c'est vraiment travailler sur l'avenir. Alors, la crise Covid ne nous a pas empêché d'avancer. On avait un premier projet qui est le nouveau dossier patient informatisé, qui est vraiment une avancée technologique. Alors, ce nouveau dossier patient informatisé a été mis en place à la fin du mois de novembre. En toute transparence, on le digère encore. C'est encore difficile pour certaines équipes ou certaines personnes. Mais on a bon espoir que d'ici l'été, ce sera stabilisé et ça va surtout permettre encore et encore d'améliorer la qualité des soins pour les patients. Mais on voit plus loin et on pense aussi à notre construction. On en parle déjà depuis plusieurs années. Après les grandes vacances, on va commencer la construction de 2 nouveaux bâtiments, l'Institut de psychiatrie intégrée et l'Institut Roi Albert II, qui est en fait notre centre de cancérologie, l'oncologie et l'hématologie. Et puis surtout, ces 2 premiers bâtiments sont les premiers éléments d'un plan de reconstruction qui va surtout passer par la reconstruction d'une toute nouvelle tour d'hospitalisation qui sera construite d'ici 2025 et pour lequel des dizaines d'équipes de projets sont en place, réfléchissent au trajet des patients, réfléchissent à la prise en charge des patients, à l'organisation de la chambre, des unités de soins. Et ça, c'est vraiment un facteur de motivation pour toutes les équipes et entre autres pour les infirmiers et les infirmières. Merci beaucoup Renaud Mazy pour ces notes pleines d'optimisme. Je rappelle que vous êtes l'administrateur délégué de Saint-Luc. Je vous l'ai expliqué en début d'émission, il y a 48 heures, les 50 finalistes du challenge infirmier, issus des 4 coins de la Belgique francophone, se sont mesurés les uns les autres. Ils ont répondu aux mêmes 16 questions que vous avez pu voir défiler pour le moment pendant cet événement, des questions qu'ils ont reçues en ligne. Ils ont répondu à ces questions de manière individuelle, chacun dans leur coin. Ils attendent, bien entendu, impatiemment les résultats. Je vous propose de découvrir un tout petit reportage qui a été tourné hier après-midi par nos équipes. Caroline, c'est à toi. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Je me trouve devant l'hôpital des enfants à Bruxelles. On va aller rejoindre notre grande gagnante, la grande finaliste du challenge infirmier de cette édition 2021. Je vous emmène avec moi. Maud, on y va ? Bonjour, on est à la recherche de Laura. C'est moi. Bonjour Laura. Nous venons te remettre ton prix puisque tu es l'heureuse gagnante du challenge infirmier des cliniques universitaires Saint-Luc. Tu as eu les meilleurs résultats. Tu remportes un week-end pour 2 personnes dans un luxueux hôtel dans les Ardennes. C'est super, merci. Super surprise, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai participé en voyant sur Facebook l'annonce. Je me suis dit, oh, je vais une fois voir les questions. Et puis, j'ai vu que je faisais partie des 50 qualifiés. Et puis, au début, je me dis, oh non, je ne vais pas y répondre. Et puis, maman qui me dit, mais si, fais-le. Et voilà, je me retrouve ici aujourd'hui, première. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais leur dire que voilà, infirmier, c'est un beau métier qui manque malheureusement de reconnaissance et de valorisation. Et je pense qu'il faut justement des jeunes motivés pour faire bouger les choses.
Et leur dire aussi que c'est un métier hyper diversifié. On peut faire de la recherche, comme de la pédiatrie, comme de la gériatrie, des soins généraux. C'est un métier qu'on peut faire partout dans le monde. On en aura toujours besoin et on le voit d'autant plus avec la pandémie maintenant. C'est un métier nécessaire. Et il y a toujours une perspective d'évolution. C'est un métier où on n'est pas coincé juste infirmier. On peut faire plein de choses dans plein de domaines. On peut évoluer, on peut faire un master, un cadre. Et voilà, après, c'est sûr que c'est un métier qui est pas tous les jours facile, on ne va pas se leurrer. Mais à côté de ça, quand on reçoit un merci ou pour ma part en pédiatrie, un dessin ou un câlin des enfants, bah, c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir. Ça fait 4 ans et demi que je suis ici, j'avais dit 2 ans et voilà, toujours ici. Magnifique, parfait. Bah, Laura, encore bravo. Adrien, voilà, ma mission est terminée. L'heureuse gagnante a reçu son prix. Je pense qu'il y a encore 2 gagnants à annoncer, mais pour cela, je te rends l'antenne. Merci Caroline, notre envoyée spéciale qui est allée à la rencontre de Laura. Félicitations à Laura, évidemment. Et en effet, on a 2 noms supplémentaires à annoncer, les finalistes qui remportent les 2e et les 3e places de ce challenge professionnel. Félicitations à, roulement de tambour, Marie-Classe, étudiante infirmière à la Haute École Léonard de Vinci, et à Caroline Henrard, qui est infirmière-chef au centre hospitalier régional Sambre et Meuse. Elles remportent toutes les 2 aussi un week-end dans un hôtel privatif des Ardennes. Franchement, bravo, parce que terminer 3e de plus de 1300 participants, c'est vraiment le top. Donc on vous félicite vraiment pour ce beau résultat. Et tant qu'à annoncer des gagnants, eh bien vous avez été très nombreux à participer à notre quiz en ligne. Et c'est la personne qui va s'afficher sur cet écran, Dominique Biernaud, qui a répondu correctement à 14 questions sur 16, qui remporte elle aussi un très beau cadeau qu'on vous donne. Donc c'est un pass pour 2 personnes pour aller dans plus de 150 musées en Belgique pendant plus d'1 an. Donc n'hésitez vraiment pas à faire de la culture une des activités principales de vos prochains week-ends. Notre émission, eh bien, elle touche déjà à sa fin. Vous avez été très nombreux à nous suivre. On vous remercie d'ailleurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris beaucoup de choses et surtout que vous avez compris beaucoup de choses aussi sur le métier d'infirmière et d'infirmier. Si vous avez raté cet événement ou si vous savez qu'il y a des gens qui ont envie de le voir, eh bien vous pouvez le partager parce qu'il va rester en ligne sur les différents réseaux sociaux des cliniques universitaires Saint-Luc. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.